étudiante. Ce sera parfait. Moi aussi, je vais faire un petit peu. Ok. Pas de problème. Mais c'est bien. Oui. J'arrivais, c'était comme ça. Donc j'ai touché à rien. C'est mon téléphone. Mais là, c'est ton écran. Non. C'était comme ça. Il se passe des choses. C'est son écran. Son écran. Ah, c'est elle qui l'a lancé. Oui, ça doit être elle. C'est pas moi. Donc en fait, j'ai pas vu. Tu peux même le baisser comme ça. Je vais voir les. Ouais. Bien, sauf que j'ai ramené la rue. Ah non. Hop. On a le droit. Ça change rien. Ça change. Mais vous c'était avec Sandrine ou non? À la fin, oui. Ok, pas le col. J'entends quoi? Oui, je lui ai dit en plus que. Tu lui as pas dit que tu voulais une conférence? Ah, et puis J'en veux pas, ça raconte pas. Non, mais c'est autonome ou pas? je sais pas. Ah, le Covid. Je veux dire, Ah oui. Très bien. Déjeuner avec ah oui, il aime bien. Ouais. Quand la grande il a fait la même chose. Tu as arrêté. Là, je comprends. C'est pas son fait, c'est des... Non, c'est que. il est important et qu'il est obligé. Ouais. Quand même, c'est après, il m'a envoyé un coup de mot. Il y a une chose. Normalement, Oh, il est gentil. Justement, Elle est déjà là. Ah, voilà. Sauf qu'il faut abandonner dans la forêt. Ouais, j'ai vu aussi. Mais après, je sais pas. Je crois qu'il y a 13 heures. J'ai pas vu après si j'ai encore cherché. Donc, je trouve là-bas, je fais la plupart, j'ai connais des gens. J'ai pas fait de recherche. Mais entre autres, j'adore pour la plupart, justement parler d'un travail dirigé. Non. Dans une période de travail. Ouais, c'est ça. Je panique. Moi, avec faut panier parce qu'il n'y a jamais assez de légumes. Ah ouais, nous, on prend à deux. Comme tu l'as dit. Bah, tu sais, c'est des paniers à peu près. Non. C'est des paniers à 30. Ouais. C'est pas du tout dans ce Moi, j'ai dit. tu le vois. Bonjour, est-ce que tout le monde à distance est capable de voir le PowerPoint présentement? Oui. Ça va? Oui. Sarah aussi? Oui. Bon. C'est
Et du côté d'Angers? On n'a pas entendu la question, c'était quoi? Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, on voit, pas Okay. de problème. Donc, Lucia, tu me diras quand passer? Oui, je te dirai suivant, du coup. Ok, on regarde si ça marche. Allez-y avec les claviers, c'est plus simple. Ah oui, par contre, avec les petites flèches plutôt. Ça ne peut pas être trop long. C'est facile. C'est ça, c'est par les étrangers pour monter les tarifs. Il faut vraiment Pour voir ce qui se passe. Alors, qui que ça enregistre? Alors, vous voulez ça? Ok. Bon, alors est-ce que quelqu'un pourrait fermer la porte? Bien, alors on va commencer. Je vous présente donc Lucia Taibi, professeure à l'Université d'Angers en géographie. Lucia, j'ai malheureusement pas eu le temps d'aller préparer une vraie présentation, donc tu m'excuseras. Lucia fait partie de l'équipe culture du végétal depuis ses tout débuts et elle est spécialiste notamment de la période coloniale en Afrique, de la végétation, des paysages, la transformation des paysages, des îles aussi, les îles indo-océaniennes notamment. Quoi d'autre là? Aide-moi un petit peu. Je sais pas, j'ai toujours du mal à me présenter moi-même, alors tu vois. Non, oui, on va dire, je suis géographe physicienne, donc normalement, je travaille sur des processus biophysiques, donc, dont la végétation, mais du coup, ça m'amène à travailler sur les paysages et effectivement plutôt en Afrique. Alors, on a demandé spécifiquement à Lucia, lors de notre dernière journée d'études, de nous préparer une conférence sur la question des cartes et de la cartographie littéraire plus précisément, parce que, comme vous le savez, notre projet, Stéphanie, moi et puis toute l'équipe des collaboratrices d'Angers, c'est de faire des cartes de la circulation des plantes dans les récits littéraires. Et alors, quand on a commencé, on a essayé de mettre sur pied une petite grille d'analyse, et puis on s'est dit, bon, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et on s'est heurté à toutes sortes de difficultés, n'est-ce pas, Stéphanie? Alors, on s'est dit que le mieux, ce serait de faire appel à quelqu'un qui connaît bien les cartes, parce que nous, on y va vraiment en amateur, et que comme ça, on allait pouvoir explorer, disons, plusieurs avenues, comme ça, relatifs à la cartographie. Donc, vous comprenez que ce n'est pas une question seulement théorique, mais qu'il y a un volet pratique aussi, pragmatique, je dirais, qui est en jeu aujourd'hui. Donc, on va t'écouter, Lucia, et puis on discutera à la fin de tout ça. Voilà. D'accord, ben, merci beaucoup. Donc, effectivement, c'est bon? Oui, on t'entend bien. D'accord, parce que ça hachait là un petit peu, donc... Donc effectivement, comme je suis géographe, l'outil principal du géographe, en plus du terrain, c'est la carte. Donc, bon, je vais essayer de vous parler de cette cartographie et puis surtout essayer de vous parler de la cartographie littéraire. Je dis essayer parce que j'ai fait un essai, je ne suis pas
convaincu que j'ai réussi à trouver des solutions à tous les problèmes auxquels vous avez pu être confrontés par ailleurs. Alors, je vais donc vous parler aujourd'hui de cartographie littéraire en vous donnant donc le point de vue d'une géographe. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous expliquer ce qu'est la géographie pour les géographes, donc la cartographie que je fais au quotidien, j'allais dire, ou avec mes étudiants. Et puis ensuite, j'envisagerai ce qui est plutôt, plus précise, ce que pourrait être une cartographie littéraire, toujours du point de vue de la géographie. Parce que vous avez vu dans l'article que je vous ai donné que d'autres auteurs sont confrontés au problème. Et ces auteurs étaient justement parfois des littéraires ou d'ailleurs aussi des historiens parfois. Donc c'est vraiment le point de vue de la géographie. Et puis enfin, je terminerai en vous montrant un exemple de cartographie littéraire que j'ai réalisé à partir d'un ouvrage qu'on avait lu l'été dernier, donc qui est l'ouvrage Rouge Brésil de Jean-Christophe Ruffin, qui est paru en 2001 et qui relate donc l'expédition de Villegagnon accompagné de deux adolescents qui sont Juste et Colombe en France antarctique, c'est-à-dire en fait au Brésil et plus spécifiquement au niveau de l'actuel Rio de Janeiro, au milieu donc du XVIe siècle. Alors, je me suis beaucoup inspirée de l'article de Kakar et Dimitrovas de 2017, qui vous a été donné pour ce séminaire, et plus particulièrement pour les deux premières parties les deux dernières parties de ma présentation. Alors, diapo suivante, s'il te plaît. Tu as entendu ou... Oui. Vous ne la voyez pas? Ah ben, il y a un petit décalage, donc j'attendrai à chaque fois un petit peu le petit décalage. Donc ne vous étonnez pas s'il y a un petit décalage dans ce que je dis. Alors, la première chose, donc, en premier, c'est d'essayer de définir ce que c'est que la cartographie. Alors, en fait, c'est plusieurs choses à la fois. C'est tout d'abord une science qui va avoir des bases mathématiques, qui permettent notamment de mesurer la taille de la Terre et puis aussi sa forme. Mais c'est aussi un art, parce que c'est un mode d'expression graphique qui va avoir des règles esthétiques et didactiques pour son expressivité et sa lisibilité. C'est d'ailleurs aussi un bel objet qui est recherché par les collectionneurs dans le monde entier. Et puis enfin, c'est aussi une technique va nécessiter l'utilisation d'outils et de méthodes qui vont être variées. Alors, à partir de là, une carte, elle va servir à géolocaliser, c'est-à-dire localiser de manière précise avec des coordonnées, donc à géolocaliser des objets et des phénomènes de manière, je pourrais qualifier d'objective, avec de manière précise. Je mets donc des guillemets à objective, comme on verra par la suite, je vous expliquerai pourquoi. Et puis, cette carte, elle va aussi servir à décrire et à expliquer des répartitions spatiales de phénomènes et d'objets géographiques. Diapo suivante. Ça met quand même un petit... Ça traverse l'Atlantique. Oui, voilà. Alors, la carte va donc être une représentation du monde. On peut lui appliquer d'ailleurs la phrase de Paul Klee parlant de l'art, qui nous dit « L'art ne restitue pas le visible, il le rend visible ». Et en effet, la carte sert à délivrer un message. Et elle permet donc de comprendre le monde dans lequel nous vivons. C'est ce qu'exprime Charles Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, lorsqu'il écrit « Pour l'enfant, amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit. Ah, que le monde est grand à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir que le monde est petit. La carte permet donc d'éclairer le monde au sens strict. » Diapo suivante.
Alors, comme la carte est une représentation du monde, elle a donc pris différentes formes au cours de l'histoire. Les premières cartes à l'Antiquité, avec celles par exemple d'Ératosthène ou de Ptolémée, visaient à mesurer la surface de la Terre et à démontrer sa rotondité à l'époque. Ensuite, au Moyen-Âge, les Européens en fait, ont complètement oublié cet héritage et leurs cartes à l'époque étaient totalement fantaisistes. Alors que paradoxalement, à la même époque, celles qu'on va trouver chez les Arabes ou chez les Chinois sont très précises. Finalement, c'est à la Renaissance que les Européens vont redécouvrir ces travaux anciens, notamment pour les grandes explorations. Les cartes sont alors souvent truffées d'erreurs, mais certaines de ces erreurs ont permis d'ailleurs par hasard la découverte de l'Amérique. Donc elles sont truffées d'erreurs, mais finalement c'est quand même au XVIe siècle que sont inventées toute une série de techniques de représentation assez précises, comme par exemple ce qu'on appelle les systèmes de projection. Et puis ensuite, au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle, va apparaître la cartographie topographique, qui va permettre de représenter les reliefs. C'est notamment la carte de Cassini, par exemple. Et puis enfin, au XIXe siècle, vont apparaître des cartes qu'on peut appeler thématiques, qui vont représenter des données qualitatives et quantitatives à l'utilisation de symboles. Diapo suivante. Ah, ça met du temps. Donc, vous avez ici un exemple d'une carte du XVIe siècle. Il s'agit de ce qu'on appelle un portulan, qui en fait servait aux navigateurs à se repérer sur le globe pour atteindre les nouveaux territoires à conquérir ou à découvrir. Et ici, vous avez donc la carte pour l'Amérique du Sud et plus spécifiquement le Brésil. Diapo suivante. Oui, c'est vrai. Alors, comme on a différentes représentations au cours de l'histoire, comme je vous l'ai dit, on va donc avoir différents types de cartes qui vont avoir des objectifs variés. Par exemple, on aura des cartes pour voyager ou pour explorer un territoire. C'est l'exemple que je viens de vous montrer sur la diapositive précédente. Mais on aura aussi des cartes pour gérer ou pour aménager l'espace. Par exemple, pour allouer des terres, ou bien pour les taxer. On aura aussi des cartes pour développer des connaissances graphiques, qui seront alors une description qui se doit d'être fidèle de l'environnement, ou bien une évaluation des activités humaines et de leur évolution. Et puis on aura aussi des cartes qu'on peut qualifier des cartes pour rêver. Diapositive suivante. Alors c'est le cas par exemple des deux cartes qui s'affichent sur cette diapo, avec la carte de l'île Utopie de Thomas More, de 1516, que connaît bien Bertrand parce qu'il a aussi de son bureau, ou bien une autre carte pour rêver, c'est la carte du tendre de Mademoiselle de Scudéry au XVIIe siècle, qui est une représentation topographique, entre guillemets, et allégorique des différentes étapes de la vie amoureuse selon les précieuses de l'époque. Diapo suivante. Mais c'est aussi le cas de la carte qui s'affiche sur cette diapo, qui est d'André Tevet, qui est censée représenter la région de Rio de Janeiro, mais qui est aussi en fait ce qu'on peut appeler un autre type de carte, les cartes pour mentir, parce que André Tevet, qui est un des protagonistes du roman Rouge Brésil, on verra par la suite, sur cette carte, André Tevet a inventé de toutes pièces la ville Henri, qui est représentée ici à l'intérieur de l'encadré rouge, et qui en fait n'a jamais existé. Alors, il y a diverses raisons politiques ou personnelles qui expliquent cette invention pure et simple. La cartographie, c'est donc sert à spatialiser les informations, qu'elles soient... Ah, ça passe pas?
Non, ça a coupé là. Ah, zut. C'est la ville qui n'a jamais existé Qui a perturbé le schéma. Ouais, c'est ça. Bon, ça a l'air d'être. Ah, c'est bon. D'accord. Alors, donc, comme c'est une science pour spatialiser ces informations, la carte est alors un produit qui va être assez complexe parce qu'elle va traduire un message. Elle est la représentation du message que l'on veut faire passer, comme je vous l'ai dit précédemment. Cette représentation, et puis également les choix de ce que l'on veut représenter, va nécessiter de maîtriser un certain nombre de concepts et de principes de base. On dit... c'est passé. Oui, voilà, elle vient de passer. Parce que nous, elle n'était pas passée, la diapo. On dit en fait que la cartographie est un langage qui va avoir son vocabulaire, sa grammaire et sa syntaxe propre. Et il faut donc maîtriser ces éléments pour réaliser ce qu'on peut qualifier de bonne carte. Diapositive suivante. Alors, on va donc avoir plusieurs principes de base qui vont régir la cartographie générale et ce que je peux appeler de manière générale le langage graphique. Alors, tout d'abord, comme je vous l'ai dit, la carte est une représentation. Ça veut dire que c'est un dessin. C'est donc un document visuel qui nécessite le respect des lois de la perception visuelle, que l'on va appeler la sémiologie graphique. Alors, en fait, la sémiologie graphique, je dirais, c'est une science à part entière. Je ne vais pas avoir le temps de vous l'expliquer là, mais vous avez des ouvrages qui portent sur ces éléments-là. Alors, autre caractéristique, la carte est une représentation plane. C'est-à-dire qu'elle va matérialiser le passage d'une sphère, la surface de la Terre, à un plan grâce au procédé mathématique des projections dont je vous parlais tout à l'heure. La carte est aussi une représentation réduite de la réalité que l'on veut représenter. Elle est donc caractérisée par un rapport de réduction qu'on appelle l'échelle. Enfin, la carte est aussi une représentation simplifiée. Cela nécessite de choisir sur le territoire qu'on veut représenter les objets à représenter et de remplacer leur forme observée par des figurés conventionnels. C'est ce que l'on appelle le principe de généralisation. Par exemple, les routes sont représentées sur les cartes modernes, le sont à partir de traits dont la largeur est très largement surdimensionnée par rapport à leur taille réelle. Enfin, dernier élément, la carte est une représentation conventionnelle, c'est-à-dire que l'on va utiliser un langage cartographique relativement universel qui est censé permettre à n'importe quel humain, quelle que soit sa culture, de saisir le message de la carte. Bon, alors j'ai mis beaucoup de guillemets parce que bon, j'ai jamais fait l'expérience de voir avec, j'en sais rien, quelqu'un de Papouasie-Nouvelle-Guinée s'il comprenait exactement la même chose que moi sur une carte, mais a priori, c'est comme ça que ça a été pensé. Le langage cartographique est censé être universel. Diapositive suivante. Alors, maintenant que je vous ai expliqué assez rapidement et schématiquement ce que c'était que la cartographie et une carte, on peut s'interroger sur ce que c'est que la cartographie littéraire. Alors, la première chose que l'on peut dire, c'est qu'il y a un intérêt ancien pour la cartographie des récits, de manière générale. Ainsi, depuis l'Antiquité, on a cherché à localiser les récits de l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Et puis, plus récemment, depuis la fin du XXe siècle notamment, la carte en fait est devenue l'outil d'analyse principal en géographie littéraire, comme l'indique l'article que vous avez eu, qui vous a été distribué. Par contre, cette cartographie littéraire et la retranscription de récits en carte pose donc un certain nombre de questions pratiques auxquelles, Rachel, comme tu l'as dit, vous vous êtes confrontée l'année dernière.
le principal problème, c'est que, alors que d'un côté, l'artiste, l'écrivain, va transcender les phénomènes par le prisme de sa sensibilité pour communiquer sa propre vision des choses, le cartographe, lui, beaucoup plus cartésien, en s'appuyant sur des données précises, va tendre à s'effacer devant des spécifications strictes pour donner du monde une description qui va rester certes partielle, mais qui sera aussi rigoureuse et précise que possible. Ça veut donc dire que la carte littéraire va donc essayer d'interpréter les représentations de l'écrivain et de sélectionner dans le récit à cartographier les détails utiles. Diapo suivante. Alors, maintenant, plus concrètement, quels sont les problèmes auxquels on va être confronté au moment de la transcription graphique, cartographique des récits littéraires? La première chose, c'est que dans les récits en général, l'espace, mais en réalité le temps va être concerné de la même manière, cet espace ou ce temps ne sera ni cartésien, ni continu. Il va fluctuer au gré des événements ou au gré des souvenirs et on se distancie de manière radicale en cela de la carte. On va donc avoir une grande complexité, une grande multiplicité des dimensions spatio-temporelles qui sont finalement inhérentes à chaque récit. Par exemple, les lieux mentionnés peuvent prendre des formes variées et subtiles qui sont souvent difficiles à identifier et à circonscrire. Ces lieux mentionnés peuvent être visités au cours du récit ou seulement mentionnés, justement. Ils peuvent être spécifiques, une ville qui serait citée par exemple, ou être beaucoup plus générique. On parlera d'un lac ou d'un quartier de manière beaucoup plus générale. Et enfin, ces lieux peuvent être très précis géographiquement, avec une adresse, par exemple, qui serait citée, ou au contraire, beaucoup moins. On parlera par exemple simplement d'un pays sans plus de précision. L'autre difficulté de la transcription d'un récit en carte est liée à la dimension intangible et immatérielle de la relation aux lieux ou aux objets dans le récit. Ainsi, certains lieux vont faire l'objet de descriptions riches et détaillées, alors que d'autres seront simplement évoqués. Ou bien, certains noms de lieux auront disparu entre la date du récit et la période actuelle. D'autres noms de lieux auront pu être modifiés. Enfin, dernier point de difficulté, on va avoir des dimensions floues, personnelles et émotionnelles qui sont propres au récit, alors que inversement, les caractéristiques de fixité, de hiérarchie et de quantification sont-elles inhérentes aux représentations cartographiques conventionnelles. Diapo suivante. Bon, alors au final, comment est-ce qu'on peut procéder pour transcrire un récit en carte à partir du moment où j'ai listé toutes ces difficultés? On peut se contenter de géolocaliser sur une carte Google Earth, par exemple, différents toponymes qui seraient mentionnés dans un récit. On peut leur associer des photos, des vidéos, des fragments de texte. Mais même dans ce cas, que je pourrais qualifier d'assez basique, ça nécessite toujours un processus rigoureux d'identification et de caractérisation des lieux. Alors voilà, sur cette diapo, en fait, je vous ai montré le tableau que j'ai défini pour réaliser la cartographie qui va rester très très simple, vous verrez, mais bon, la cartographie de Rouge Bérésil que j'ai réalisée, que je vous présenterai juste après. Alors, j'y ai été soumise aux contraintes décrites précédemment, et je me suis rajouté une contrainte, puisque l'idée étant de parler de végétaux, il s'agissait donc pour moi de cartographier uniquement le végétal apparaissant dans le roman
en identifiant et en caractérisant les végétaux qui apparaissent dans les textes sélectionnés. Donc pour chaque élément du texte, j'ai donc identifié la page et le chapitre, ainsi que le temps du roman auquel il correspondait. Ensuite, j'ai identifié les lieux cités et établi une correspondance avec des lieux actuels. On peut éventuellement indiquer des coordonnées géographiques, en latitude et longitude par exemple, mais ici en fait ça n'a pas été possible. C'était beaucoup trop général. Ensuite, j'ai précisé si le lieu était seulement mentionné, ou bien s'il avait été vu, ou s'il avait été visité. 3 catégories aussi. Et puis j'ai identifié le végétal cité, ou bien le végétal évoqué parfois, dans ce lieu, ainsi que les personnages qui étaient concernés par le paragraphe. Enfin, j'ai parfois ajouté quelques commentaires et finalement défini un type de représentation cartographique approprié. Diapositive suivante. J'ai donc été confrontée, comme je vous l'ai dit, aux différentes difficultés qui ont été, que je vous ai mentionnées précédemment. Alors, la première difficulté a été liée au nom des lieux cités dans le roman et qui en fait ont changé avec le temps. Par exemple, l'actuelle baie de Rio de Janeiro s'appelait au moment du récit baie de Genèbre ou baie de Guanabara. Alors, ce toponyme de baie de Guanabara est encore apparemment utilisé actuellement. Jean-Christophe Ruffin, l'auteur donc de l'ouvrage, évoque d'ailleurs ces modifications par la voix d'André Tevet, qui est donc un cosmographe, dont il s'est en partie inspiré pour écrire son roman. André Tevet, donc, qui a rédigé un ouvrage après son retour en France pour décrire son voyage, qui est donc relaté aussi ici dans le roman Rouge Brésil. André Tevet nous dit, page 146, dans le grand E du chapitre 1, « La baie de Guanabara, annonce à Tevet, comme s'il l'eût créée de ses propres mains pendant la nuit. C'est ainsi que les indigènes la nomment. Les Portugais y sont entrés il y a 50 ans, un jour de janvier. Ces ignorants croyaient qu'il s'agissait d'une rivière, ils l'ont nommée la rivière de janvier, Rio de Janeiro. Nous en avons tiré Genèbre. Or, notez que Genèbre paraît aussi procéder de Guanabara. Voyez comme tout cela est plaisant. » Et un peu plus loin, également, page 147, il décrit aussi donc, la baie de Genèbre, formée comme une immense boutonnière dans la ligne continue du littoral, bourrelée de caps et de criques. Large de plusieurs lieues, on aurait dit l'embouchure d'un fleuve, à cela près que l'eau n'y était pas douce. Diapo suivante. Alors, au-delà, en fait, ici, de ce problème de changement de nom qui rend parfois complexe de retrouver les lieux mentionnés, la toponymie, de manière générale, est assez peu importante dans ce roman. Vous avez donc sur la diapo ici, concernant donc la région où se déroule l'essentiel de l'action, en fait, il n'y a que 12 toponymes, dont vous reconnaîtrez d'ailleurs certains qui sont très connus, comme Corcovado par exemple, là où a été installé le Christ Rédempteur qui domine aujourd'hui la ville de Rio, et tout le monde a priori a ces images en tête, ou bien également Copacabana, à la plage illustre, et puis aussi l'incontournable pain de sucre, qui est également cité, ainsi qu'une autre de ces appellations, qui est le pot de beurre. D'autres toponymes moins connus à rechercher sur des cartes anciennes, ou récentes d'ailleurs. C'est le cas par exemple de Tijuca, où une partie du récit se déroule. Et le Tijuca, en fait, c'est un pic qui a donné son nom à un quartier de Rio aujourd'hui. Vous avez aussi l'île de Villegagnon, qu'on appelle aussi Fort Coligny, qui est difficile à trouver parce qu'en fait, aujourd'hui, elle a été rattachée artificiellement au continent pour y installer un des aéroports de Rio. Enfin, vous avez certaines descriptions de lieux qui doivent faire l'objet d'interprétations à partir de la topographie du site pour les localiser. Par exemple,
vous avez une indication qui dit, qui parle de l'épaulement qui sépare la baie de l'autre côté, par exemple, page 276. Ce travail d'interprétation a donc nécessité des cartes d'époque pour trouver les lieux et les noms anciens. Donc, diapo suivante. Alors, il existe différentes sources et ressources sur Internet pour retrouver ces cartes anciennes où on peut retrouver la toponymie originelle. Vous avez, je vous en ai mis deux ici, par exemple Lexilogos, qui est une ressource intéressante vers laquelle que j'utilise assez fréquemment et qui va lister notamment les autres ressources Internet pour trouver des documents cartographiques. Il y a aussi le site de la bibliothèque de l'Université du Texas à Austin qui propose toute une galerie de cartes et surtout c'est des cartes digitalisées qui permettent donc de les visualiser à distance. Diapositive suivante. En France, nous avons aussi le site Gallica de la manuscrit aussi, où on peut retrouver là aussi. On vous a perdu. Donc ça s'affiche. Vous nous entendez ou pas? Alors, on vous a perdu un peu là. Oui. Ah. Donc j'étais en train de parler du site de Gallica de la BNF. Là c'est bon, vous m'entendez? Oui. Okay. Donc ce site de Gallica est d'ailleurs référencé dans un autre site européen qui s'appelle Europeana, où l'on peut trouver des quantités phénoménales de documents, soit écrits, soit cartographiques. Diapo suivante. Alors après, il existe aussi de très nombreux sites qui vont fournir des documents ou des manuscrits ou des cartes de régions spécifiques. Par exemple, pour Rio de Janeiro, j'ai trouvé un site qui s'appelle Imagine Rio, qui propose de très nombreuses cartes historiques et qui permet d'y accéder d'ailleurs par une frise historique. Et l'intérêt de ce site, c'est que toutes les cartes anciennes sont ce qu'on appelle géoréférencées par rapport aux cartes actuelles. C'est-à-dire qu'en fait, après déformation des documents d'origine, les cartes anciennes sont superposables aux cartes actuelles. Ce qui fait qu'on va pouvoir retrouver un certain nombre d'informations beaucoup plus facilement. C'est d'autant plus utile que les cartes anciennes ne respectent pas du tout la géométrie ou les distances réelles et sont parfois très difficiles à localiser sans cette aide du géoréférencement. Donc vous avez des exemples, vous avez un exemple ici d'une carte qui doit être du XVIIIe siècle, je crois, et vous voyez le petit carré, le petit rectangle marron foncé qui apparaît sur le bleu et qui correspond à l'emprise de la vieille carte par rapport au fond de carte actuel qui lui est à l'échelle et dans la géométrie exacte de la topographie. Diapositive suivante. Alors en fait, les diapositives suivantes sont des exemples de ces cartes anciennes qui présentent donc des représentations de la baie de Rio. Donc la première, c'est la carte française de la baie de Guanabara, réalisée par Duval en 1555, c'est-à-dire au moment du voyage de Villogagnon sur place et donc au moment du récit dans Rouge Brésil. Diapositive suivante. Donc sur cette diapositive suivante, il s'agit d'une représentation de l'île Henri, ou donc aussi l'île de Villogagnon, réalisée par Tevet, donc André Tevet, ce cosmographe dont je vous ai déjà parlé, et où se déroule une grande partie du récit de Rouge Brésil. Alors j'ai essayé de m'inspirer de cette représentation qui est finalement assez précise pour repérer des végétaux décrits dans Rouge Brésil, mais en fait, ça n'a pas du tout servi.
Je pense que André Tevet a beaucoup inventé aussi sur cette carte-là, enfin sur cette représentation. Diapo suivante. Alors, sur la diapo suivante, donc on a une représentation de ce que l'auteur a appelé le vrai portrait de Genève et du Cap de Frie, qui est une carte qui date de 1579 et qui permet de localiser le pot de beurre, c'est-à-dire le pain de sucre, qui correspond à ce pain de sucre que vous avez en haut à gauche de la carte, mais qui permet aussi de repérer l'île de Villegagnon et puis aussi un petit îlot qui s'appelle le Ratier, par Jean-Christophe Ruffin. Diapo suivante. Donc sur le document suivant, on a donc toujours une carte de la zone, une carte du XVIIIe siècle, qui permet de localiser le Corcovado et l'île de Villegagnon, encore une fois. Et que j'ai récupéré aussi sur le site de Imagine Rio, qui permet d'avoir une représentation géoréférencée de cette carte du XVIIIe siècle. Diapositive suivante. Encore une autre carte qui date de 1760, qui est également recalée par rapport... qui est également recalé par rapport à une carte actuelle et qui indique la topographie de l'île de Villegagnon. Donc sur la partie en bas à droite de la diapo, vous avez une représentation de l'île de Villegagnon où le relief est représenté avec des petits tiretés selon le mode de représentation à l'époque de la topographie. Diapositive suivante. Donc encore une autre carte, puisque ces différents sites étaient extrêmement riches et au final il y a des dizaines et des dizaines de cartes anciennes sur cet espace-là. Cette dernière carte date de 1796 et elle m'a intéressée parce qu'elle me donnait des indications sur la topographie de la zone continentale en face de l'île, et c'est ce qui m'a permis en fait de positionner approximativement toujours, mais en tout cas d'arriver quand même à positionner les circuits réalisés par Colombe, qui est donc une des protagonistes principales du roman, entre la côte qui se trouve en face de l'île de Villegagnon et les sommets de Tijuca notamment, et que je repère ici grâce à la position avec les autres lieux cités sur cette carte, donc par rapport au Corcovado, par rapport au pain de sucre, qui sont repérés par les rectangles sur la diapo. Donc, diapo suivante. Enfin, une dernière carte, une dernière carte ancienne, qui est une carte du XXe siècle, et qui m'a intéressée, elle, parce qu'elle me donnait, là encore, des indications topographiques, mais aussi de type de paysage. Puisque sur cette carte sont représentés, avec les petits tiretés bleus, des marécages, qui aujourd'hui ont complètement disparu dans cette région de Rio. Donc, diapo suivante. Alors, pourquoi je vous ai montré toutes ces cartes anciennes? Donc, pour vous expliquer comment retrouver donc, ces toponymies anciennes, comment arriver à se repérer, mais en définitive, pour réaliser la cartographie du récit littéraire, le plus simple pour moi, de manière générale, je pense, c'est de réaliser ces cartographies de récits à partir d'un fond récent, une carte récente. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle va présenter une échelle et une géométrie qui seront exactes. C'est-à-dire qu'ils vont correspondre strictement à la réalité dans un rapport de réduction. Alors, en effet, toutes les cartes anciennes que je vous ai montrées tout à l'heure ne sont pas à l'échelle. Et elles présentent une géométrie qui est extrêmement approximative. Hein, les distances entre les objets sont plus ou moins fantaisistes, la forme des objets également, etc.
Alors que les cartes modernes, elles, sont dites à l'échelle, avec une orientation rigoureuse. Le nord est toujours placé en haut de la carte, c'est une norme internationale. Et puis également, elles vont présenter une géométrie exacte, c'est-à-dire les distances entre objets et leurs formes sont respectées partout sur la carte. Alors par ailleurs, ces cartes modernes sont dites géoréférencées, c'est-à-dire que chaque point de la carte a une coordonnée géographique exacte qui permet de la retrouver facilement et rapidement. Il est par contre extrêmement difficile de donner des coordonnées géographiques précises à des objets sur des cartes anciennes. Diapositive suivante. Alors, les ressources pour trouver ces cartes modernes sont extrêmement variées, comme pour les cartes anciennes. On en trouve d'ailleurs de nombreuses sur les sites dont je vous ai parlé précédemment, Lexiglogos, Europeana, etc. Ici, ce que je vous présente, c'est une carte de la région de Rio, que j'ai trouvée sur un site brésilien, et qui m'a permis en fait de repérer les différents sites qui étaient cités dans le roman. Là encore une fois, qui sont repérés sur les rectangles, hein, donc notamment le Corcovado, le pain de sucre, l'île de Villogagno. Diapo suivante. Et puis sur cette diapo donc suivante, une autre ressource qui est très utilisée, que vous devez à peu près tous connaître, c'est les cartes de Google Maps et puis aussi les cartes d'images de Google Earth, où on va pouvoir localiser l'île de Villogagno et qui je vous ai représenté là sur le petit rectangle, le petit encadré rouge. Quand ça s'affichera, ça s'affiche pas. Voilà. Alors, diapo suivante, du coup, il est un peu en décalage par rapport à ce. Vous pouvez d'ailleurs voir sur cette diapo de Google Maps ce que je vous expliquais, que l'île de Villogagnon est désormais rattachée au continent. Alors, cependant, même en utilisant un fond de carte récent à l'échelle, géométriquement exact, géoréférencé, il reste toujours difficile de donner des coordonnées géographiques précises aux lieux qui sont cités dans le roman. Tout simplement parce que leur localisation dans le roman est très générale et approximative. Diapo suivante. Par exemple, un des sites majeurs du roman, qui est visité à plusieurs reprises par Colombe, notamment, hein, je vous ai dit le protagoniste du roman, et bien ce site est localisé par des images qui sont assez difficiles à repérer spatialement. Alors je vous lis ces descriptions. Ils parvinrent au col d'où peuvent s'embrasser d'un côté la baie de Guanabara et de l'autre l'espace ouvert de l'Atlantique. Et puis un autre paragraphe, à la suite de le pain de sucre paraissait tout petit vu de là-haut, et le saillant du Corcovado lui faisait une écrasante concurrence. Aux touffeurs de la baie succédait la fraîcheur venue du grand large et piquée des aigreurs d'altitude. Alors en fait, cette description, à la vue que vous avez ici, que j'ai repris sur Internet, est classique pour Rio de Janeiro. C'est une vue depuis le pic où vous avez le Christ Rédempteur, donc comme on peut le voir sur cette photographie. Diapo suivante. Alors, la difficulté à donner des coordonnées géographiques précises au lieu est aussi liée au fait que les limites des territoires concernés ont changé au cours de l'histoire. Comme on peut le voir sur la carte que je vous ai mis sur cette diapo, qui montre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'espace entre l'île de Villogagnon et le continent a été comblé depuis le XVIe siècle pour installer un aéroport. J'ai eu d'ailleurs
j'ai passé un bon moment avant d'arriver à retrouver finalement cette île parce que la géométrie de la côte ne correspondait absolument. Alors, diapo suivante. Tous ces éléments que je vous ai indiqués impliquent que la cartographie des végétaux qui sont cités dans Rouge Brésil restera nécessairement, je vais dire, très générale. Et c'est ce que vous pouvez voir sur la carte qui s'affiche, donc qui est une vue de la carte finale en fait que j'ai réalisée, qui n'est pas terminée, hein, je vous en reparlerai, mais vous pouvez voir donc ici que ce que j'ai représenté dans ce gros pâté vert avec ces petites gouttes, c'est tous les végétaux qui sur les versants dominant la côte sud-ouest de la baie de Guanabara. Et cet espace, ce territoire a été repéré grâce donc, à ces phrases, donc, comme celle que je viens de vous dire. Donc voilà, ils étaient parvenus sur les hauteurs boisées qui dominent la baie au midi. Le pain de sucre paraissait tout petit vu de là-haut et le saillant du Corcovado lui faisait une écrasante concurrence. Hein. Ça me permet de faire une espèce de triangulation pour me repérer dans l'espace. Ou bien, autre phrase, nous sommes presque à l'épaulement qui sépare la baie de l'autre côté. Ou bien encore, la troupe s'engagea en file indienne dans une trouée de mangroves qui faisait face au mouillage des anabaptistes en fuite, qui me donne le point de départ sur la côte par rapport à l'île. Également, dans cette zone de forêt dense, ils marchèrent plusieurs heures sans rencontrer de village. Donc voilà, j'essaye d'évaluer la distance parcourue. Ou bien, à mesure qu'ils prenaient de l'altitude, ils découvraient entre les feuilles, en se retournant, l'étendue livide de la baie sous le soleil au zénith et l'île en forme de barque près de laquelle étaient amarrés les bateaux. Diapo suivante. Alors, on a également des difficultés à localiser précisément les objets, ici les objets végétaux, parce que l'occupation du sol a radicalement changé entre le XVIe siècle et l'actuel. On est passé d'un environnement de forêt dense à des paysages aujourd'hui urbains de la mégalopole de Rio. Seules les pentes du Corcovado et du parc national de Tijuca restent aujourd'hui couvertes effectivement de formations végétales denses. Mais là aussi, de très nombreuses espèces végétales étrangères ont été introduites après la conquête de ce territoire par les Portugais, et puis d'autres qui ont au contraire totalement disparu. Elles en ont été complètement éradiquées. Cette confusion est augmentée aussi par le fait que Jean-Christophe Ruffin cite, intentionnellement ou pas, là c'est difficile à dire, des espèces végétales qui n'existaient pas au moment du récit, mais qui ont été introduites après l'arrivée des Portugais. Diapo suivante. Alors c'est le cas notamment du cocotier, ou bien des pins colonnaires, des sycomores, il y a encore de l'hibiscus. Le premier, le cocotier par exemple, n'est pas cité par André Tevet, dont je vous ai déjà parlé, et de Jean Deléry, qui ont tous deux donc participé au voyage vers le Brésil au cœur de ce roman avec de Villegagnon, et qui ont tous deux écrit ensuite un ouvrage pour relater cette expédition et puis décrire donc les hommes, les paysages, les végétaux et les animaux de cette contrée. Ces deux ouvrages qui m'ont servi de référence pour repérer les plantes, les végétaux, mais qui ont servi aussi vraisemblablement à Jean-Christophe Ruffin pour rédiger son roman. Alors par exemple, le pin colonnaire, qui est en fait l'Araucaria columnaris, c'est une plante endémique de Nouvelle-Calédonie qui a été introduite au Brésil bien après le XVIe siècle. Mais donc Jean-Christophe Ruffin décrit à plusieurs reprises dans son ouvrage. Jean-Christophe Ruffin fait aussi des confusions entre espèces. Par exemple, entre le jacaranda,
donc, de son nom latin Jacaranda brasiliana, qui est donc bien une espèce locale, qui est un arbre ornemental aux fleurs bleues, qui est aujourd'hui très utilisé dans les rues de Rio, et que l'on n'arrive pas dans le roman à distinguer du palissandre, ou d'Albergia nigra, qui est en fait une espèce qui aujourd'hui a quasiment disparu de cette région. Tout simplement parce qu'elle a été surcoupée pour son bois qui est d'ailleurs toujours très recherché pour faire du bois d'œuvre. Alors, Jean-Christophe Ruffin semble aussi confondre le mastic, qu'il qualifie d'odorant, pour le qualifier justement, et qu'il confond vraisemblablement avec le lentisque méditerranéen, qui est aussi appelé arbre à mastic. L'espèce qui est effectivement présente à Rio doit plutôt être en réalité Scinus terebintifolius, qui s'appelle aussi le Brazilian pepper tree. Et en fait, il n'y a pas de mastic dans cette région-là. Enfin, Ruffin emploie des noms génériques de plantes qui ne permettent pas souvent de savoir précisément à quelle espèce il est fait référence. Par exemple, il va citer les beignets, sans plus de précision, probablement pour le pouvoir évocateur d'aventure et de mystère, on va dire, de cet arbre au bois noir précieux. Et puis, que dire des végétaux qui sont évoqués dans le roman par comparaison avec des espèces européennes? Par exemple, lorsque l'auteur écrit « La végétation changeait, devenait moins haute, faite de bosquets odorants, semblables à des rhododendrons et des buis. » Et là, pour le coup, je suis incapable de vous dire de quelles espèces il parle. Ces confusions, probablement utilisées par l'auteur pour solliciter l'imaginaire du lecteur et créer un effet d'étrangeté, ne facilitent, vous avez compris, pas du tout la cartographie, puisque je ne sais pas ce que je dois représenter. Le choix cartographique a donc été ici de représenter toutes ces espèces qui n'étaient pas présentes au roman du récit, c'est-à-dire au XVIe siècle, en utilisant un symbole spécifique avec un petit arbre blanc pour les distinguer des espèces indigènes, celle-ci étant représentée avec un symbole d'arbre noir. Donc vous avez sur la petite carte que vous avez sur cette diapo, il y en a un qui est l'ébénier, justement, qui est représenté dans une coupe verte avec un petit symbole d'arbre blanc, alors que les autres sont représentés avec des petits symboles d'arbre noir. C'est assez basique, mais c'était le moyen pour moi d'arriver à faire la différence entre les espèces indigènes d'un côté et puis les espèces introduites après le XVIe. Diapo suivante. Bon, alors, je vous ai déjà montré un certain nombre de cartes, je vous ai parlé de procédés cartographiques, mais finalement, quel logiciel peut-on utiliser très concrètement pour cartographier le végétal, dans Rouge Brésil, par exemple? Dans l'article de Kaka et Dimitrovas qui vous a été distribué, ils ont comparé plusieurs logiciels, ils ont testé plusieurs logiciels pour réaliser donc des cartes de récit. Dans leur cas, c'était un récit réel et pas issu de romans. Diapo suivante. Et ils ont, pour chacun de ces logiciels, comparé les atouts, les limites. C'est ce qui vous est présenté dans ce tableau. Suivant. J'attends 5 minutes que ça s'affiche chez nous. Ça met un peu de temps. Vous l'avez déjà affiché, voilà. Donc, diapo suivante, puisque sur celui-là, ce sont donc les atouts et les limites qui sont des logiciels qui sont représentés, et j'avais pointé en rouge les éléments qui me paraissaient les plus importants, les plus intéressants. Bon, sauf qu'au final, moi je n'ai utilisé, donc diapo suivante, vous l'avez dit, je n'ai utilisé aucun de ces logiciels, j'en ai pris un autre, qui me semblait beaucoup plus simple, et qui est donc le logiciel UMAP, qui permet de créer des cartes personnalisées en ligne
à partir de fonds cartographiques de OpenStreetMap. Donc, diapo suivante. UMAP est donc un logiciel libre, qu'on appelle un logiciel open source, qui permet donc de réaliser des cartes interactives personnalisées. C'est ce qu'on appelle aussi un logiciel cloud, c'est-à-dire qu'il ne s'exécute pas sur votre ordinateur, mais sur un serveur auquel vous accédez par le réseau Internet. Les cartes sont donc stockées sur ce serveur. Elles sont créées et consultées en utilisant nécessairement un navigateur web. Alors en France, l'association OpenStreetMap France héberge sur un de ses serveurs une instance de ce logiciel UMAP. L'intérêt, c'est qu'il est utilisable gratuitement pour créer des cartes sans aucune limitation de nombre ni de durée. Enfin, la durée, c'est la durée du site, je dirais. Le jour où il disparaît, vos cartes disparaissent, c'est le problème. Mais bon. L'intérêt aussi, il me semble, de ce logiciel, c'est qu'il permet de faire des changements d'échelle interactifs et puis d'intégrer des bases de données géoréférencées que vous pourriez télécharger sur d'autres sites Internet ou que vous pouvez créer vous-même, notamment en géolocalisant des objets que vous pourriez du coup représenter de manière automatique. Je dis pourriez parce que je ne l'ai pas fait. Alors l'autre intérêt aussi, c'est qu'il existe un tutoriel, je vous ai mis l'adresse tout en bas de cette vidéo, qui permet de prendre en main assez rapidement ce logiciel, qui me semble vraiment beaucoup plus facile d'utilisation que ceux qui sont cités dans l'article que vous avez eu. Mais je ne suis pas sûre d'ailleurs, même si l'article est de 2017, je ne suis pas sûre que UMAP, qu'ils aient eu connaissance de ce logiciel UMAP. Diapo suivante. Alors, ce logiciel permet donc de proposer des représentations de récits sur des fonds de cartes qui peuvent être choisis dans une liste qui va être disponible dans un onglet. Ici, c'est l'onglet qui s'appelle « Changer le fond de carte ». Alors, je ne vous les ai pas mis, hein, je vous laisserai aller regarder ce que ça donne. Je l'ai dit, c'est relativement facile d'accès. Et vous avez donc des séries d'onglets et de menus déroulants. Et dans le menu Changer le fond de carte, vous avez, je pense, une bonne quinzaine de types de fonds de carte différents qui sont utilisables pour donc n'importe quelle région de la planète, puisque OpenStreetMap est un autre logiciel open source créé où vous avez des fonds de cartes qui sont créés par les utilisateurs eux-mêmes et qui au final, enfin je n'ai pas été vérifié partout, mais couvrent quasiment l'ensemble de la planète. Alors sur ce fond de carte, sur UMAP, on peut ajouter ensuite des marqueurs, et vous avez donc un onglet ajouter marqueurs. C'est-à-dire des symboles, ça peut être ces marqueurs des symboles ponctuels, ça peut être aussi des lignes, ou bien des polygones, auxquels on affectera des couleurs et des formes variées en éditant leurs paramètres. C'est aussi un onglet édité. Le principe étant de respecter les règles de la sémiologie graphique. C'est pour le moment. Allô, allô? Angers ne répond plus. Je pense à la carte. On les voit, mais orthographique. Oh. Bon. J'appelle Jimmy au secours.
Et à Virginie, on a perdu Nicolas des dangers. J'espère qu'on va pouvoir le récupérer. Juste au moment où on allait savoir la valeur de la carte. Est-ce que vous connaissez Rouge Brésil? Un très beau roman. Justement, la grande surprise quand on a fait la journée d'études, c'était Lucien et Isabelle, que vous avez vu les fois d'avant. Isabelle Saint-Genève, qui, vous savez, spécialiste du XVIIe, donc qui connaissait très bien les récits historiques sur lesquels s'est basé Jean-Christophe Ruffin. Puis, donc elle a bien vu comment il avait utilisé ces récits, mais pour ce qui est du végétal, il n'avait pas de tout semble-t-il, été faire la recherche concernant le végétal. Donc il y a une lecture de l'histoire qui est tout à fait convaincante, heureuse par rapport aux données qu'on a. Mais pour le végétal, voilà, il y a des côtiers, il n'y en avait pas à l'époque. Le végétaux, là, qu'elle a qui ne cesse de répéter que ça marche super bien. Jusque-là, on a été quand même changé. Aujourd'hui, tout va qu'elle a toute faim. Il a des mots. Ouais, Des mots. c'est vrai. Ou alors, on peut peut-être reprendre certaines questions qu'elle a soulevées. Moi, j'ai noté déjà plusieurs choses. Je ne sais pas si Stéphanie, ça te tente qu'on commence la discussion en attendant que ça se rebranche. Oui, d'accord. Hein? Oui. On pourrait. Oui. Je peux vous dire, moi, quelles questions j'ai notées jusqu'à présent, puis peut-être que vous en avez de votre côté. Peut-être que commencer par quelque chose de général à propos des différents types de cartes, puisqu'il y en a pour voyager, pour gérer, développer les connaissances, pour rêver. Puis je me suis posé la question, nos cartes à nous, quel est le but visé de nos cartes? On peut se poser la question. Les cartes de ce qu'on a fait pour ce slide. Non, les cartes que nous, on veut faire pour notre site. Oui, je pense que ça dépend du texte. Dans le cas de Raga, on voulait vraiment faire une représentation littéraire de l'espace en général. Et ça, je ne sais pas tout simplement identifier les plantes sur une carte comme ce qu'elle a fait. Parce que j'ai regardé Uma. Je trouve ça très limité finalement, parce qu'on voulait donner un sens une sorte de chronologie, développement au cours du roman. Donc il fallait avoir plusieurs images qui se passent à l'écran. Une certaine continuité aussi au cours du roman. Il y avait un contraste assez important.
et ce contraste entre les cartes anciennes, en fait, les trois moments dans le texte, parce qu'il y avait le moment mythologique qu'on voulait essayer de représenter, il y avait le moment de l'arrivée pour l'époque coloniale qu'on voulait aussi représenter, il y avait le troisième moment qui était une carte contemporaine, qui correspondait plus ou moins au moment du narrateur. Donc il fallait pour nous représenter les trois. Puis oui, on avait les mêmes difficultés, mais quelque part, je pense qu'on a essayé de mettre en avant cette évolution dans le temps et aussi une certaine circulation des plantes. Je pense que c'est difficile de représenter le mouvement sur une carte, mais je pense qu'on a réussi autant qu'on pouvait, dans les mêmes contraintes. On avait les mêmes contraintes, mais je pense que dans notre carte, au moins, on montre qu'il y a ces grands écarts entre l'imaginaire mythologique, entre une imposition d'une certaine vision de l'espace, soit lieu par l'époque coloniale, et puis ce qu'on prend comme ce qui est neutre, le Google Maps, mais qui l'est pas. Et c'était ça toujours notre plus grand défi, de montrer que même quand on choisit quelque chose comme Google Maps, c'est déjà une représentation, une limitation, une réduction. Et donc, c'était en choisissant un peu des lieux, des polygones sur l'île Vanuatu que je pense qu'on a réussi. Moi, c'est pas vrai. Ah, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Miracle. Ben, je sais pas. Qu'est-ce qui On vous a vu sur la carte, on voit Angers sur la carte, et puis là, vous avez disparu dans la carte. Eh ben nous, c'était complètement aussi, tout était arrêté, donc on essayait de chercher partout comment faire, mais bon. Bon, j'ai quand même appelé Jimmy, je ne sais pas si c'est Jimmy, sans doute c'est lui qui a résolu le problème, mais il était Merci, en cours. à distance. Bon. Bon, Voilà, alors, je vais essayer de finir du coup. Je sais plus où j'en étais. Où est-ce que j'en étais? On était à fond de Tu carte. nous présentais UMAP. Ah oui, c'était ça. Peut-être Ouais. Ces textes, nanana. Marqueur. C'est marqué. Oui, donc c'est ça. On utilise. Oui, donc c'était la diapo suivante qu'il fallait afficher. C'est ça encore. Voilà, c'était ça. Donc, classiquement, mais ça, je pense que vous avez aussi l'habitude d'aller sur des sites internet. Les marqueurs ponctuels, linéaires ou polygones, peuvent être associés à d'autres informations grâce à des fenêtres pop-up qui permettent d'insérer et faire visualiser des textes ou des images qui viennent donc compléter l'information. Comme ici, j'ai mis le texte que je veux citer, une image pour, c'est quoi? C'est le calebassier, ça. Diapo suivante. Donc ces textes, ces images, etc. peuvent être mis en forme par l'intermédiaire de menus qui donnent une assez grande variété de possibilités en utilisant donc le langage propre au logiciel UMAP. Diapo suivante. Alors il y a quand même une chose qui est importante à signaler, c'est que c'est par rapport à la question du droit sur les images. Parce que, comme je vous l'ai dit, on travaille ici sur des serveurs. Vous ne pouvez pas faire un copier-coller directement de photographies, par exemple, de vos photographies dans les fenêtres pop-up. En fait, vous ne pouvez qu'indiquer un serveur où elles vont être téléchargées par les personnes qui vont visionner interactivement la carte sur UMAP. Donc, vous ne pouvez pas aller faire afficher n'importe quelle photo parce que vous risquez d'avoir des problèmes de droit sur les images. Donc, le plus simple, moi c'est comme ça que j'ai fait, c'est qu'il suffit d'utiliser les sites de Wikipédia ou Wikimedia qui sont libres de droit. Donc, pour ça, vous copiez l'adresse de l'image et vous l'insérez donc dans les menus de mise en forme sous UMAP. Diapo suivante. Alors l'intérêt du logiciel, je vous l'ai déjà dit, c'est de travailler à différentes échelles spatiales. Ce qui est un des problèmes récurrents, en général, de la cartographie littéraire. Donc vous avez ici, en fait, 3 cartes qui vous montrent qu'on peut effectivement passer de l'échelle du planisphère pour représenter, par exemple, le voyage vers le Brésil depuis la France, voilà, par exemple, jusqu'à l'échelle très grande de l'île de Ville-de-Gagnon, c'est celle que j'ai mis tout en bas, en passant par l'échelle intermédiaire de l'aire de collecte du bois Brésil, qui est exportée vers l'Europe, autre exemple.
Alors, simplement par effet de zoom et dézoom, en travaillant avec la molette de la souris, on peut donc visualiser interactivement les informations propres à chaque niveau. Ça veut dire aussi qu'il va falloir réfléchir sur la taille des éléments à chaque échelle, de manière à les rendre visibles ou pas. Et ça, pour le coup, le logiciel le gère tout seul assez finement. Diapo suivante. Un dernier élément sur lequel on peut s'interroger est la représentation de végétaux dont on ne précise pas la localisation, mais dont on indique uniquement l'usage en un lieu plus ou moins précis. C'est le cas ici des végétaux utilisés pour des pratiques rituelles des Indiens de cette région donc de Rio, comme le génipa, je ne sais pas si ça se dit génipat d'ailleurs, et le roudou, qui servent pour les peintures corporelles, le kaouin, qui est un breuvage alcoolisé à partir de maïs fermenté, ou le pétain, qui est à dire le tabac, qui sont tous utilisés lors d'une cérémonie dans un village qui est situé de manière très imprécise sur les versants qui dominent la baie de Guanabara. Je ne vous lis pas la citation que vous avez ici, mais au final, le choix cartographique a été de jouer ici sur le symbole de représentation, encore une fois. Et ici, j'ai utilisé, alors je ne sais pas si vous voyez, des petits ronds, en fait des petits cercles colorés, qui est donc différent de celui des végétaux qui sont effectivement vus et qui ont été représentés, eux, avec une goutte et un symbole d'arbre, je vous avais dit, soit blanc, soit noir. La localisation des marqueurs reste par contre approximative à l'intérieur de la zone parcourue par les protagonistes, parce qu'on n'a aucune indication sur la localisation précise du village. Diapo suivante. Alors, concernant la question de la représentation des multiples temporalités des récits, on a un exemple dans Rouge Brésil qui permet de se confronter au problème. En effet, l'île de Villogagnon, où débarquent donc les protagonistes du roman, fait l'objet de descriptions de son couvert végétal dense au moment du débarquement, lorsque cette végétation est donc vierge. Et puis ensuite, la description a lieu 3 mois plus tard, lorsque cette végétation a été dévastée suite aux aménagements de l'île. Le procédé cartographique utilisable ici est de réaliser des représentations différentes sur 2 calques, c'est-à-dire sur 2 couches d'informations différentes. Alors vous avez sur cette diapo la couche des végétaux au moment du débarquement. J'ai représenté 3 types de végétaux seulement avec une fenêtre pop-up. Diapo suivante. Et donc sur la diapo suivante, la couche représente, donc après 3 mois de dévastation, qui peut être associée dans une fenêtre pop-up au texte qui décrit cette dévastation, qui dit donc « naissable ». Colombe, en y posant le pied, eut un instant de doute. Était-ce bien le même lieu où ils avaient débarqué 3 mois plus tôt? Un massacre de troncs remplaçait les ramures de palmes et tous les cèdres avaient expiré. Tondus aussi les bouquets de cannes et même les roseaux. Le relief régulier de l'île était arasé de terrasses et de murs de construction. Alors, cependant, la végétation de l'île ayant été totalement détruite dans ce second temps, n'est pas possible d'utiliser des marqueurs pour des espèces. J'ai donc utilisé un polygone qui correspond aux limites de l'île, qui est ici en violet, même s'il serait envisageable également d'utiliser des symboles plus explicites en redessinant par exemple des arbres coupés et en les intégrant à la banque de symboles du MAP, des travaux que j'ai pas réalisé, j'ai pas eu le temps pour le coup. Alors, diapo suivante. Donc, en conclusion, et c'était celle en fait de l'article qui vous a été donné, hein, c'est pour ça qu'il me semblait intéressant aussi que vous ayez pu le lire. Il y a la cartographie de récits, à partir d'ouvrages littéraires ou pas d'ailleurs, variera selon les objectifs recherchés et puis aussi selon le temps que l'on veut et que l'on peut consacrer à cette cartographie. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas d'outil parfait, clé en main, qui permettent de tout faire. Ici, j'ai réalisé j'ai représenté une partie des éléments, mais très clairement, pour par exemple que le rendu soit de meilleure qualité, on aurait pu utiliser un autre logiciel, plutôt un système d'information géographique. Mais le problème, c'est que dans ce cas-là, ça n'est pas interactif et en ligne.
et un peu plus compliqué aussi à prendre en main. Il faut cependant, dans tous les cas de figure, être attentif à respecter autant que possible les règles de la sémiologie graphique que j'ai pour ne pas faire mentir par inadvertance les cartes produites. Parce que mal utiliser les couleurs, les symboles, etc., peut amener à produire un message qui ne correspondrait pas à ce que vous voulez dire, parfois même à faire dire le contraire de ce que vous recherchiez. Alors, n'ayant pas eu un temps considérable à y consacrer, ma cartographie dont vous avez le résultat final ici reste encore très basique. Vous pouvez la visualiser si vous voulez en vous rendant sur le site UMAP et en indiquant donc Rouge Brésil dans le cadre Chercher des cartes, et vous pourrez donc naviguer, elle est accessible sans aucune contrainte. Par contre, vous ne pourrez pas la modifier. Alors, elle est encore très incomplète, mais ça vous donne une idée, je dirais, de ce qui est réalisable en relativement peu de temps. Voilà. Et donc, je m'arrêterai là, si vous avez des questions ou des remarques. Bon, ça va, au moins les applaudissements ne sont pas décalés. Merci beaucoup, Lucia, pour ce tour de force, là, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments dans ta présentation. On a commencé un tout petit peu à discuter tout à l'heure, là, pendant l'interruption au milieu. Et puis, peut-être que j'aimerais revenir sur une question qui me semble fondamentale. Tu disais, on fait différents types de cartes pour voyager, explorer, gérer, aménager les lieux, développer les connaissances, rêver, etc. Et moi, j'ai envie de répondre à la question, pourquoi est-ce qu'on veut faire des cartes pour notre projet? Bon, alors, pourquoi pour effectivement repérer les traces de la circulation des plantes dans les récits. Je pense que ça, c'était notre objectif premier. Je crois qu'il y a aussi des exigences de rigueur, et de comprendre avec rigueur quelles plantes sont mentionnées, cartographiées, etc., cartographier les parcours. Mais je crois que c'est aussi pour rêver quelque part. Et nulle part. Oula. Oups. Ah. Ça, c'est pas arrangé alors. D'accord. On ne me voit pas, mais je peux peut-être continuer. Donc oui, on discutait un peu de pourquoi on avait choisi StoryMap pour Raga. Et en partie, il s'agissait de, en fait, essayer d'exposer aussi un tout petit peu comment la carte déjà est une sorte de mensonge. Donc si on avait les trois types bon, parce qu'il y avait trois espaces. Il y avait l'espace un peu mythologique, il y avait un espace, bon, à l'époque coloniale, il y avait aussi espace contemporain, puis on voulait un peu juxtaposer ces trois moments pour montrer que, en fait, dans chaque choix, chaque carte, il manquait des choses. Donc, au moins d'avoir ces trois représentations était pour nous une façon de façon presque autoréflexive de dire, bon, il y a un problème avec la carte dès le début, même avant de faire face au problème du choix de plantes dans le roman, du problème de pas pouvoir vraiment géoréférencier sur les anciennes cartes. Donc, je pense pour nous, il y avait toujours cette tension à l'intérieur de notre choix, que la carte même pose des problèmes vis-à-vis d'une certaine réalité aussi qui est vécue différemment selon la personne. Donc ça restait aussi un des objectifs, je pense, de notre cartographie. Donc on voulait avoir plusieurs représentations de cet espace. Et oui, faire rêver aussi que c'est une autre sorte d'invitation au lecteur pour qu'il puisse explorer un espace littéraire qui peut-être l'intéresserait pas autrement. On ne sait pas. Mais ça, je crois aussi, c'était un des objectifs. C'était essayer
Oui, d'où l'idée, je pense, par exemple, dans le cas de Rouge Brésil, moi je pense que c'est important d'avoir aussi des cartes de l'époque, parce qu'il y a tout un imaginaire. Et je crois que là, on a un cas de lecture augmentée du roman. On peut, grâce à la cartographie, plonger le lecteur dans un univers qui est, oui, celui des végétaux, mais qui est celui d'une certaine représentation du monde qui nous échappe tant qu'on n'a pas vu la carte, en fait. Et puis même s'il y a toutes ces confusions, ces tensions, ces villes qui n'existent pas, c'est extraordinaire en soi. Donc, ça demande effectivement, peut-être qu'il va falloir qu'on fasse un, je ne sais pas ce que tu en penses Stéphanie, mais un petit texte qui explique notre usage de la cartographie, des cartes. Mais l'objectif n'est pas forcément d'arriver à des données scientifiquement en fait, valables, quoi. Tu comprends? bah en fait, je dirais que depuis le début, moi, c'est le problème que j'ai un peu quand tu m'as demandé de faire ce séminaire, parce que moi, j'ai mes habitudes de géographe, de cartographe. Oui, Quand oui. je fais une carte, c'est forcément une carte précise et Oui. je fais pas une carte pour rêver ou une carte pour enfin, voilà. Et c'était pas évident parce que je me retrouve avec un matériau qui est très difficile à cerner, qui est flou, qui est et de l'autre côté, je veux appliquer ça dans mon monde avec sa géométrie euclidienne et puis ses dimensions exactes, son exactitude entre guillemets. Franchement, c'était très difficile pour moi. Mais je pense que c'est là qu'est l'enjeu aussi, c'est comment avec cette précision et cette rigueur que tu as et toute cette connaissance de la carte que tu as, comment on peut réussir à créer quelque chose qui est à mi-chemin peut-être de nos pratiques. Parce que pour nous aussi, nous on veut faire des cartes et c'est pas dans nos habitudes de faire des cartes non plus. Donc, et puis je pense que la littérature permet justement de rencontrer, de faire se rencontrer ces différentes voies, à mon avis. Et puis je crois qu'on c'est de la création hein, qu'on fait, faut pas se le cacher. Et donc, en tirant parti des forces de chaque côté, je crois qu'on va réussir à faire quelque chose de tout à fait fascinant, stimulant. Je ne sais pas ce que tu en dis. Stéphanie, qui est plus la maîtresse d'œuvre de ce projet cartographique. Talia aussi. Hein? Talia, mon assistante. Et aussi Talia, bien sûr. Moi, je retiens, il y a une chose que j'ai retenue, c'est, tu disais, il faut, pour la cartographie, il y a la grammaire, le vocabulaire, puis tu as créé des symboles pour donc l'arbre qui est, par exemple, non présent à l'époque, et puis toutes sortes de symboles comme ça, où on peut peut-être imaginer un plus grand usage des symboles. Oui, tout à fait. Je pense que c'est la même chose. Il faut ajouter une légende, donc il faut une autre couche Oui. d'interprétation. Oui. Mais je pense absolument ne pas ajouter trop de couleurs. Mais oui, je suis d'accord. C'est le problème de UMAP, c'est qu'il n'est pas très. Il n'y a pas un grand choix et de symboles. On est un peu limité. Je peux? Oui, bien sûr, Christiana. Moi, j'ai un petit problème avec les cartes anciennes que tu nous as montrées, Lucia. Parce qu'en fait, c'est comme si on prenait une fin pour un document d'époque. On veut le situer sur une carte qui n'est pas la sienne. Sa carte à lui, c'est la carte Google Maps, enfin la carte des années 2000, quand il a publié son roman ou quand il a fait ses voyages. Et peut-être qu'il a eu dans sa documentation accès, ou il s'est intéressé à ces cartographies anciennes. Mais on a plusieurs étages de profondeur, là, à chaque fois avec une espèce de géopolitique de l'auteur. Parce que, tu vois, quand il imagine sa ville, ou quand il fausse délibérément les maps, il a une propre représentation de l'espace. Donc, essayer de ramener tout ça, de l'actualiser en fonction d'une autre représentation qu'on juge, ou que vous, en tant que géographe, vous jugez précise, exacte, vraie, objective. Tu as hésité avec l'objectivité.
ça veut dire qu'on essaie de les placer dans un filtre qui est le nôtre aujourd'hui. Évidemment, ça peut nous aider à comprendre le roman parce qu'on partage cette image du monde avec l'auteur qui est contemporain à nous. Mais ces profondeurs temporelles sont très difficiles à manier pour moi, tant que je ne sais pas à quoi Ruffin a-t-il fait appel pour écrire son roman, pour se représenter ce temps. Donc j'aimerais bien une cartographie parallèle entre les récits du voyage de l'époque et celle de Ruffin. En fait, c'est ce qu'on a fait avec Isabelle pour La Rochelle. Alors, c'était pas une cartographie en forme de carte, mais on a comparé justement l'ouvrage de Ruffin avec celui de Tevet et de Deléry. Voir qu'est-ce qui était cité dans les trois ouvrages, qu'est-ce qui ne l'était pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Ruffin, très clairement, il s'est inspiré de Deléry et de Tevet, parce qu'il y a notamment, il n'a pas inventé le pétain, ça c'est du Tevet et de Deléry. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a repris certaines choses de Tevet, et pas tout. Il y a des choses, par exemple... Le bananier, je me souviens. La pas compris que c'était le... Si, je pense que si. Et je pense qu'il a eu... Moi qui n'avais pas compris. Il a mis longtemps à comprendre que Pacos, c'était... Mais il y a un certain nombre de plantes qui sont pourtant intéressantes chez Tevet et Deléry, qui ont complètement disparu chez lui. Au contraire, il en a sorti d'autres. Par exemple, voilà, des espèces qui n'étaient pas... Tu vas peut-être constater ce ça. Parce que ce sont des espèces qui sont emblématiques aujourd'hui de Rio. Quand on va à Rio, les tripolonnaires, on les voit apparemment. Je ne suis jamais allée, mais ils sont présents dans le paysage. Comme les jacarandas. Bon, je crois qu'on va devoir bientôt s'arrêter parce que c'est de plus en plus difficile à suivre. Ça coupe énormément. La communication n'était pas très bonne aujourd'hui. Enfin, pour résumer, tout allait de travers aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. En même temps, pour la traversée, aller de travers, c'est pas trop grave. Voilà. Donc, mais peut-être qu'on pourrait continuer cette discussion-là pendant l'hiver, à une session, une des séances de groupe de recherche pendant l'hiver. Qu'en penses-tu, Stéphanie? Oui, oui. Parce que manifestement, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'aspects. Ce qu'on pourrait faire, c'est nous d'explorer de notre côté humain et puis revenir avec des questions plus ciblées. Et puis, on travaille aussi de toute façon sur d'autres romans, donc on pourrait aussi arriver peut-être avec nous de notre côté des propositions ou des questions. Et puis peut-être qu'entre les cartes anciennes et les cartes récentes, il y a des moyens de faire jouer comme ça des calques ou des filtres ou des pop-ups. On voulait regarder ça avec Sigrid Giffon, qui est la cartographe, mais bon, on n'a pas eu le temps. Ouais. Est-ce qu'on pouvait les récupérer déjà géoréférencés, enfin pour les superposer? Ouais. On va essayer. D'accord. Donc, parce qu'il y avait aussi toute la question de la circulation des plantes. Tu sais, par exemple, le fameux cocotier. Ce serait intéressant justement de voir à quel moment il est arrivé. Ouais. Et puis là, on a un élément qui nous fait sortir du récit et qui nous permet de nous poser la question de la circulation toute seule des plantes. Donc là aussi, le roman peut dessiner en creux des cartes à sa façon. Même si ce n'est pas le parcours des personnages, mais c'est justement tout. Peut-être l'insu de la carte dans ce cas-ci. Oui. Donc, pourquoi pas. Bon, alors, je crois qu'on va devoir se laisser là-dessus. Donc, merci encore. Et merci puis, à vous aussi. On se reverra l'année prochaine, je crois, parce que c'était notre dernière séance. Ah oui, d'accord. Oui, on a une journée d'études, nous, dans 2 semaines, mais je crois que les étudiants préfèrent qu'on soit entre nous. Voilà. Ah. Donc, on vous en reparlera. Ok. Merci. Bonne journée d'études. Bon, bonne fin d'après-midi. Merci. À la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Comment ça s'arrête? Au revoir.
puis voilà. Les évaluations. Oui, on se bat tous ensemble là. Mais il y en a qui sont déjà partis. Est-ce qu'on pourrait comme donner le document à Daniel puis aller le remplir quand on a le temps cette semaine? Ah, on peut faire ça? Ok. On demande juste le papier. Moi, je suis un peu Ouais, je vais lui donner l'enveloppe. On prend, on remplit Puis, pour lui. c'est ça. Puis je vais écrire un message à tout le monde. Il serait temps qu'ils mettent ça sur Internet. Bah oui. Il me semble que c'est Pour que. premier cycle, ça se fait. Ouais, au premier cycle, sur Internet. Ça commence à faire un peu au-dessus. Bon, D'accord, on va faire ça. ok, super. Merci. Désolée. Ah, c'est possible que j'ai oublié de répondre là avec le voyage. Il y a des messages que j'ai vus, mais je ne savais pas de prendre. Oui, c'était à propos de mon dossier d'indexation. C'est pour savoir si vous étiez d'accord que je le fasse sur le prolongement de revenus particuliers pour avoir avec Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Ok, d'accord. Ah oui, non, je pensais que c'était. Oui, je pensais que c'était. Oui, oui, bien sûr, c'est l'exposé qui est repris pendant ce travail. J'aimerais dire encore une fois au revoir. Ah, tu repars là? Vendredi. Vendredi, ça y est. Bon. Je reviendrai le 30. Oh, mais c'est Je voulais t'apporter le livre que j'ai jeté, dont je t'ai parlé. Oui, oui, oui. Je ne sais plus là. Mais j'ai tellement de choses parce que là, tout est dans une pagaille de livres partout. Je ne sais plus dans lesquels c'est de la bibliothèque, lesquels sont ce que j'ai acheté. Alors là, je vais faire le ménage, mais je vais te scanner là. J'ai pris en note parole d'un boulot jaune, c'est ça? Le Et puis bleu je jaune. viendrai à la classe éventuellement? Oui. Non. Et il y a le livre aussi de Claire Varin, c'est animaliste. C'est sur les animaux, mais il y a beaucoup de légendes. Parce elle commence par les préciser avec le corps fort. J'ai dit, mais quelle mauvaise idée. Et là, les animaux, c'est quand même d'accord. Je ne t'embrasse pas parce que je suis pleine de ségrégations. Moi aussi, ça m'a empêché 2 fois. Ah. J'ai déjà pris beaucoup de trucs. Moi aussi. Dors, mais ça tue. Vous avez commencé? Je dois faire attention parce que je vais passer à Oui, on peut. Et puis l'avion. Alors, donc, l'avion est 5 km avec. Bon, ben écoute, rentre bien. C'est l'autre, c'est quand. Et puis dès que j'ai la réponse de la France. J'attends aussi Caroline. S'il vous plaît, Caroline. Le jour de la médaille, c'est génial ça. Je ne peux pas manger je l'ai invité aussi parce que les gens ont aimé l'article. Oui, ensuite, yeah.